Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie du chapitre P4, mais uniquement sur la partie mouvement. Nous ferons la seconde loi de Newton sur une autre vidéo dans un second temps. Alors on commence tout d'abord par un point focus sur les mathématiques, sur la notion d'un nombre dérivé. Eh bien, vous savez que si on a une fonction, par exemple ici cette courbe rouge, de y en fonction de x, eh bien la dérivée en un point correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Donc on a la courbe, on trace la tangente en ce point et il suffit de mesurer ou de calculer son coefficient directeur, c'est-à-dire la pente, pour connaître la dérivée de cette fonction en ce point-là. On s'aperçoit ici par exemple que dans ce cas-là, on a un coefficient directeur de cette pente qui est positif, donc ça veut dire que la dérivée est positive en ce point. Inversement, la fonction est en rouge ici. En ce point, on trace la tangente, et bien la valeur du coefficient directeur ici est négative, ça veut dire que la dérivée de cette fonction en ce point est négative. Donc cela nous permet de dire, puisque ici le coefficient directeur est positif, que la fonction est croissante, et inversement pour ce cas ici. Une autre notation que nous allons utiliser, c'est la dérivée de la fonction y par rapport à x. En effet, en mathématiques, vous utilisez cette notation-là, mais nous, on a besoin de savoir par rapport à quelle grandeur on dérive, et très souvent, on va dériver par rapport au temps. Donc, on écrira d quelque chose sur dt. Ce rapport constitue en effet la valeur du coefficient de la tangente en ce point. Nous travaillerons, nous, souvent avec la variable du temps, et donc on écrira par exemple d de y par rapport à dt. Ça veut dire dérivée de la fonction y par rapport au temps. Bien, allez, passons à la première partie qui est donc de décrire un mouvement. Je vous rappelle que dans un premier temps, il est nécessaire de préciser quel est le système étudié. Et souvent, en fait, on va étudier un point du système qui sera le centre de masse du système, aussi appelé centre de gravité, car c'est lui qui aura la trajectoire la plus simple possible à décrire, qui sera décrite dans un référentiel. Donc les référentiels, on y associe un repère de date et un repère d'espace. Très souvent, le référentiel dans lequel nous allons travailler sera soit terrestre, soit géocentrique, soit héliocentrique. Alors, si nous avons un mouvement qui est plan, nous aurons besoin que de deux axes, x, y par exemple. Si nous avons un mouvement en 3 dimensions, nous aurons besoin de 3 axes, x, y, z, repérés par les vecteurs unitaires ijk. Et enfin, si on a un mouvement selon un seul axe, eh bien, le repère OI suffira. Alors, passons à la notion de vecteur position. Donc, le vecteur position est repéré tel que, à une certaine date t, il s'agit du vecteur O, origine du repère, vers la position du mobile M, donc OM. Eh bien, ce vecteur, il a des coordonnées x et y qui sont des fonctions du temps, puisque ce mobile va se déplacer au cours du temps et donc les valeurs de x et de y vont changer au cours du temps. D'où les coordonnées x et y du vecteur déplacement OM au cours du temps. On peut l'écrire ainsi, le vecteur OM, c'est l'abscisse x multiplié par le vecteur unitaire i plus l'abscisse y multiplié par le vecteur unitaire j. Nous appelons équation horaire de la position les fonctions donc x de t et y de t. Et pour trouver la trajectoire, eh bien, on étudiera y en fonction de x. Ce qui retrace l'ensemble des positions successives occupées par le point M au cours de son mouvement.
Alors, la notion de vecteur vitesse à présent, vous l'aviez déjà vue en première et en seconde. Donc, on peut faire une détermination graphique en disant que le vecteur vitesse, c'est la variation du vecteur déplacement par rapport au temps. La définition mathématique du vecteur vitesse, c'est la vitesse instantanée qui va être un calcul de variation de déplacement sur un tout petit intervalle de temps, le plus petit possible. Et donc, du coup, on peut écrire que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Si on doit faire le tracé du vecteur vitesse, eh bien en fait, pour avoir le vecteur vitesse instantané en un point, on va prendre la vitesse moyenne entre deux points extrêmement proches. Pour cela, on va s'intéresser au point juste avant et au point juste après. Ce vecteur doit être tangent à la trajectoire et donc il s'agit du vecteur entre le point d'avant et le point d'après divisé par le temps pour aller du point d'avant jusqu'au point d'après, c'est-à-dire de delta t. Par exemple, vous avez ici le point M qui se déplace selon cette courbe. À un moment donné, donc il se trouve ici, on cherche à connaître quelle est la valeur de la vitesse de ce point M au temps t. Pour cela, je m'intéresse au point d'avant, au temps t moins delta t, et au point juste après, t plus delta t. Et donc, le vecteur vitesse, effectivement, je prends la distance entre ces deux points, qui est une approximation de cette distance-là. Donc, je prends la distance entre ces deux points, ici, et je divise par le temps mis pour aller de là jusque là, c'est-à-dire de delta t. Ensuite, on calcule cette valeur et grâce à une échelle de représentation, on la représente au point M et donc parallèle ici à m t moins delta t jusqu'à m t plus delta t dans la direction du mouvement. La valeur approchée est donc la distance m t moins delta t, m t plus delta t, c'est-à-dire le point avant, le point après, divisé par 2 taux. On utilise une échelle de représentation, tant de centimètres pour tant de mètres par seconde. Voici par exemple un exemple que nous pourrions prendre d'échelle de vitesse. Alors ça, c'est si on fait un tracé. Maintenant, si au contraire, on parle d'équation horaire de la vitesse. On a vu que la vitesse, c'est aussi la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, il suffit, si je connais les coordonnées du vecteur position, de dériver ces vecteurs position. Donc, V de t aura deux coordonnées, si le mouvement est plan bien sûr. La coordonnée selon l'axe x qui sera la dérivée de la position selon l'axe x par rapport au temps, et pareil pour l'axe y. Donc, ces deux coordonnées s'expriment bien sûr en mètres par seconde lorsque nous sommes dans le système des unités internationales. Et pour connaître la valeur de la vitesse, donc ce qui n'est pas un vecteur, juste sa valeur, eh bien, on prend, pour connaître cette valeur ici, si vous regardez bien dans ce triangle-là, je peux utiliser Pythagore. Je connais ici cette distance qui va correspondre à Vx. Je connais ici cette distance qui correspond à Vy. Et donc, ce côté au carré plus ce côté au carré est égal à ce côté au carré, ce qui me donne la vitesse au carré égale Vx carré plus Vy carré. Et donc, pour avoir la vitesse, eh bien, je vais prendre la racine carrée de cette somme. Et j'aurai la vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire ici cette norme. Allez, essayons de faire l'exercice numéro 3, page 228. Mettez sur pause et on reprend la correction. Donc, dans un premier temps, on vous demande de rappeler l'interprétation graphique d'un nombre dérivé en mathématiques. Donc ici, j'ai un déplacement qui se fait selon un axe horizontal OX, donc c'est un déplacement, c'est un mouvement rectiligne, pardon, et je connais
donc la position x au cours du temps. Donc ici, l'interprétation graphique d'un nombre dérivé en mathématiques, il s'agit par rapport à cette fonction, eh bien, en un point donné, de prendre la pente de la tangente en un point de cette courbe. Donc, je répète, le nombre dérivé d'une fonction à une date donnée t correspond au coefficient directeur, ou la pente, c'est la même chose, de la tangente à la courbe représentative de cette fonction à la date t correspondante. Donc maintenant, on me demande dans un second temps de déterminer la valeur de la vitesse p à la date t égale 1 seconde. Donc je me place à t égale 1 seconde, c'est-à-dire ici, je réécris la définition. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur déplacement par rapport au temps. Donc ici, on a appelé le point P, donc c'est de l'origine O à P. Ici, par définition, la vitesse selon l'axe X, puisque le mouvement ne se fait que selon l'axe X, c'est la dérivée de la position selon X par rapport au temps. Et pour cela, eh bien, on va tracer la tangente à la courbe représentative à la date, ici t égale 1 seconde, et puis on va calculer le coefficient directeur de cette tangente. Donc je trace ici la tangente à la courbe. Donc pour trouver ici le coefficient directeur de cette tangente, il me suffit de connaître deux points, donc je les prends le plus éloigné possible, d'en déterminer les coordonnées et par exemple ici, avec ces valeurs-là qui sont notées ici, il suffit de faire une lecture graphique et puis ensuite j'applique la relation delta x sur delta t, à savoir pour le point point B moins point A, en gros, donc c'est-à-dire xb moins xa sur tb moins ta. Je remplace par les valeurs, je suis dans les unités du système international et je trouve une vitesse pour à la date t égale 1 seconde de 2,4 mètres par seconde. Ça c'est pour Vx, mais comme le déplacement est rectiligne, il n'a qu'une seule coordonnée, donc la vitesse sera égale à Vx, il n'y a pas de Vy ni de Vz ici, et donc on trouve bien une valeur de 2,4 mètres par seconde pour t égale 1 seconde. Vous vous rendez bien compte que si on s'était placé à 1,2 secondes, eh bien la pente serait plus importante, donc j'aurais eu une vitesse plus importante. Inversement, si je me place à 0,2 secondes, j'ai une pente qui n'est pas nulle, mais qui est extrêmement faible, parce qu'elle est proche de l'horizontale. Donc j'aurai une valeur très proche de 0. Alors maintenant, parlons du vecteur accélération. De la même façon que la vitesse correspond à une variation du déplacement, eh bien ici, l'accélération correspond à une variation de la vitesse pendant le même intervalle de temps. Là encore, nous pouvons faire une détermination graphique ou calculatoire avec la dérivée. Dans un premier temps, pour la détermination graphique, on écrit que le vecteur accélération, c'est la variation du vecteur vitesse divisé par le temps. Alors, tracé du vecteur vitesse, du vecteur variation de vitesse, pardon, eh bien, lors de mouvement, déjà, le vecteur vitesse varie si la trajectoire change de direction, ou si la valeur de la vitesse varie, ou bien les deux, bien sûr. Donc graphiquement, là encore, la détermination se fait avec le point avant et le point après. C'est-à-dire la variation du vecteur vitesse, c'est la vitesse du point après moins la vitesse du point avant. Là encore, pour la valeur, il nous faut une échelle de vitesse. Et puis, il suffit ensuite de faire les variations du vecteur vitesse. On verra un exemple dans une autre vidéo. Alors, si on fait maintenant la définition mathématique, on a vu que l'accélération s'obtient lorsque je regarde la variation de la vitesse, mais sur un temps le plus petit possible, ce qui correspond à la dérivée
du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc là encore, si je connais les équations horaires de la vitesse, eh bien, il me suffira pour avoir les équations horaires de l'accélération, c'est-à-dire les équations en fonction du temps, de faire les dérivées des coordonnées des vecteurs vitesse. Ces coordonnées d'accélération à x, à y ou même à z si on est en 3 dimensions seront toutes exprimées en mètres par seconde carré. Et donc le vecteur de l'accélération, pour trouver sa valeur, on écrira que c'est là encore la racine carrée du carré de la somme de chaque coordonnée. Alors, si on doit utiliser les équations horaires du mouvement pour faire un bilan, j'ai le vecteur position OM. J'en déduis le vecteur vitesse V en disant qu'il s'agit de la dérivée du vecteur position par rapport à t. Et pour avoir le vecteur accélération, eh bien, je dérive ce vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, par exemple, j'ai le vecteur position avec les coordonnées x et y en fonction du temps. Pour avoir les coordonnées de la vitesse, eh bien, je vais dériver chacune de ces fonctions par rapport au temps. J'aurai ainsi les coordonnées du vecteur vitesse. La coordonnée selon l'axe x, selon l'axe y ou même selon l'axe z, je n'ai fait qu'avec 2 coordonnées ici. Et on fait exactement la même chose pour avoir le vecteur accélération. Je vais dériver ici le vecteur vitesse, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur vitesse, et j'aurai les coordonnées ici du vecteur accélération. Exemple, j'ai un mouvement tel que j'ai ici les équations horaires du mouvement au cours du temps. Donc x égale une constante et y est une fonction du temps. Voilà, ça ce sont ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement, puisque horaire à cause du temps qui est la variable. Pour connaître la vitesse du point M au cours du temps, eh bien je vais dériver les coordonnées. Donc ici la dérivée de 5, comme c'est une constante par rapport au temps, donc elle est nulle. La dérivée de cette fonction-là par rapport au temps, c'est 6 fois 2, c'est-à-dire 12t, moins 9 fois 1, c'est-à-dire moins 9, et ici c'est une constante, donc ça fait 0. Donc j'ai bien moins 12t, moins 9. Là, j'ai donc les équations horaires de la vitesse. Maintenant, pour avoir les équations horaires de l'accélération, je vais dériver ces coordonnées ici, et donc la vitesse selon l'axe x étant nulle, son accélération est nulle également, puisque la dérivée de 0 par rapport au temps, ça fait 0. Et ici, la dérivée de 12t, ça me fait 12, et ici j'ai une constante, donc il ne me reste plus que 12. La variable donc à dériver sera toujours le temps, n'oubliez pas cela. Alors, on va essayer de s'entraîner avec l'exercice numéro 5, page 228. Mettez sur pause et on passe à la correction ensuite. Alors, on vous demande ici de déterminer l'expression des coordonnées cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse. Donc, Vx qui est en violet, on s'aperçoit que c'est une constante et qui vaut 2 mètres par seconde. Et pour trouver l'équation horaire de cette droite, eh bien, il vous suffit de 2 points. Vous avez déjà l'ordonnée à l'origine, il vous manque plus que la pente. Vous prenez 2 points avec ces différentes coordonnées dont vous faites le rapport et vous trouvez, donc Vx on a dit 2 mètres par seconde, et pour Vy, eh bien on trouve moins 10t plus 4. En effet, quand t est égal à 0, j'ai bien la vitesse qui vaut 4. Quand t est égal à 0 sur cet axe-là, j'ai bien la vitesse qui vaut 4. Et par exemple, pour t égale 0,4, moins 10 fois 0,4, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Je retrouve bien ici la valeur de 0 à 0,4. C'est juste une petite méthode de rappel pour vérifier que l'équation que j'ai trouvée est bien correcte.
Voilà, donc là, j'ai les expressions ici des deux coordonnées cartésiennes au cours du temps du vecteur vitesse, Vx et Vy. Et on me demande d'établir l'expression des coordonnées de l'accélération selon l'axe X et l'axe Y du vecteur accélération. Or, vous savez que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on écrit l'expression. Et puis, nous allons dériver les différentes coordonnées. Donc, AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Or, 2 est une constante, donc cette dérivée est nulle. Et AY est la dérivée de la coordonnée VY par rapport au temps. Donc, moins 10. Et puisqu'ici, vous avez une constante. Donc, moins 10. Et ces deux valeurs sont bien sûr en mètres par seconde carré. Alors, en bilan, pour reconnaître un mouvement, lorsque nous avons des mouvements rectilignes, plusieurs possibilités. On a soit un mouvement rectiligne uniforme. Alors, le mouvement rectiligne uniforme, c'est lorsque la vitesse reste constante au cours du déplacement. Quand on parle du vecteur vitesse constant, on parle de la direction, du sens et aussi de la norme. Vous voyez que ce vecteur a toujours même direction, même sens et même norme au cours du temps. Donc ici, son accélération est nulle, puisque je vous rappelle que l'accélération, c'est la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Or, il ne varie pas, donc son accélération est nulle. Dans le cas où j'ai un mouvement rectiligne, mais qui est uniformément accéléré, vous voyez, le petit carré entre là et là et là et là, la distance entre deux petits carrés successifs ne cesse d'augmenter. Donc effectivement, j'ai bien un mouvement rectiligne qui est accéléré. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai un vecteur vitesse qui varie. En effet, la direction ne varie pas, le sens ne varie pas, mais la valeur de la vitesse varie puisque cette valeur augmente. Donc, puisque l'accélération est égale à la variation du vecteur vitesse par rapport au temps, eh bien, cette accélération, elle sera dans le même sens que le vecteur vitesse. En effet, la vitesse d'après moins la vitesse d'avant est quelque chose de positif. Donc, on a une accélération qui sera dans le même sens que le vecteur vitesse. Alors, c'est un mouvement rectiligne accéléré. Au contraire, si j'ai un mouvement rectiligne décéléré, c'est-à-dire la vitesse diminue au cours du temps. Alors ici, j'ai le vecteur vitesse qui varie. En effet, la direction ne change pas, le sens ne change pas, mais la valeur change. Elle devient de plus en plus petite. Comme l'accélération correspond à la variation du vecteur vitesse, eh bien vous comprenez bien que la vitesse après moins la vitesse avant est négative. Du coup, on a une accélération qui sera dans le sens opposé à la vitesse. C'est pour cela que l'on a un mouvement décéléré avec une valeur de l'accélération, mais d'un point de vue uniquement de sa coordonnée, sera négative. Attention, la valeur de l'accélération ne sera pas négative, puisque je vous rappelle que pour avoir la valeur de l'accélération, on prend les coordonnées que l'on met au carré, on les ajoute et on prend la racine carrée. Donc forcément, ce sera quelque chose de positif. Mais là, on a la coordonnée selon l'axe X qui est négative, puisque elle est dirigée dans le sens opposé ici à V de t. Allez, faites cet exercice-là et on corrige juste après. Donc, vous avez trois mouvements. On s'aperçoit ici que l'on a un mouvement donc, qui se déplace du bas vers le haut et dont l'espacement entre les différents points est toujours le même au niveau de la chronophotographie. Donc, la vitesse est constante. Du coup, si la vitesse est constante, ça veut d'un point de vue du sens, de la direction et de la valeur, alors on a ce que l'on appelle un mouvement rectiligne uniforme, un MRU, et donc l'accélération dans ce cas est nulle. Donc je suis
dans cette situation-là. Ici, j'ai un mouvement donc qui s'effectue de bas vers le haut et je m'aperçois que la distance entre deux points successifs ne cesse d'augmenter. Donc j'ai quelque chose qui accélère. Du coup, cela correspond à cette situation-là avec l'accélération qui sera dans le même sens que la vitesse, puisque le mouvement est accéléré. Inversement, ici, j'ai encore un mouvement rectiligne, mais qui décélère. Donc cette fois-ci, j'aurai une accélération qui sera dans le sens, bien sûr, de la trajectoire, mais opposée au mouvement, c'est-à-dire ici vers le haut. Ça correspond à cette situation-là. Alors maintenant, nous allons parler du repère de Freinet que l'on va utiliser uniquement lorsque nous travaillons avec, dans le cadre d'un mouvement circulaire. Alors, dans le cadre d'un mouvement circulaire, on ne va pas prendre le repère classique, à savoir O, I, J, qui donne des choses un petit peu trop complexes, mais on va prendre un repère qui est positionné sur le point M. Donc si ce point M se déplace, eh bien mon repère va se déplacer. Et ce repère va avoir deux vecteurs unitaires. Le vecteur U indice T pour unitaire tangentiel au mouvement et U indice N pour unitaire normal au mouvement, dirigé du point M vers O et du point M vers le sens de déplacement. Alors, dans ce repère de Freinet, qui est constitué par ce système d'axes-là, eh bien, ça c'est à connaître par cœur. On a l'accélération tangentielle qui sera égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, et l'accélération normale qui sera égale à la valeur de la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure du cercle. Alors, j'ai trois cas possibles. Mouvement circulaire uniforme. Attention, de toute façon, dès que j'ai un mouvement circulaire, la direction du vecteur vitesse varie, parce que vous voyez qu'en ce point-là, elle est dirigée vers ici. Quand le point M sera ici, elle est dirigée par exemple ici. Quand le point M sera là, elle sera dirigée par là, etc. Donc, comme le vecteur varie à chaque instant, eh bien, je ne peux pas dire que la vitesse, donc le vecteur vitesse, reste constant. Mais, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, alors là, uniforme veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Du coup, cette dérivée d'une constante par rapport au temps devient nulle. Ainsi, l'accélération est uniquement selon la normale, selon UN, ici, et vaudra V carré sur R. Dans le cas d'un mouvement circulaire, qu'il soit accéléré ou décéléré, l'accélération ne sera plus selon cette normale ici, mais soit dirigée dans le même sens que V, pas selon V, mais dans le même sens, c'est-à-dire ici vers ici, alors que si le mouvement est décéléré, vous voyez que la vitesse varie comme ceci, alors que l'accélération, elle est à l'opposé pour ralentir en fait le système. Et dans ces deux cas, je n'ai ni ce terme qui s'annule. Allez, faisons un petit exemple pour essayer de comprendre le repère de Freinet. Alors, nous avons ici un mouvement qui est donc circulaire et mettez sur pause, essayez de faire cet exercice. Alors, nous le corrigeons. Définir et représenter le repère de Freinet lié à P. Alors, ce repère, il est constitué du point ici, qui est le point origine. C'est ce point qui va se déplacer au cours du mouvement. Et puis de deux axes que l'on appelle UN et UT. UN qui est perpendiculaire à la trajectoire et orienté donc vers le centre du cercle.
c'est ce petit vecteur unitaire ici. Et enfin UT, qui est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, donc ici vers là. Le vecteur vitesse sera toujours tangent au mouvement, donc le vecteur vitesse sera toujours selon l'axe UT. Petit b, exprimer les coordonnées du vecteur accélération de P dans ce repère. Les coordonnées, vous devez les connaître par cœur. Donc selon l'axe UN, c'est V carré sur R, et selon l'axe UT, ici tangentiel, c'est la dérivée de V par rapport à T. Le mouvement P est-il uniforme? Alors s'il est uniforme, ça veut dire que cette valeur ici est nulle, parce que ça veut dire que le vecteur, que la vitesse est constante. Donc la dérivée d'une constante est nulle. Si ce terme devient nul, eh bien l'accélération ne se fait que selon UN. Or, je m'aperçois ici que mon vecteur accélération, il n'est pas selon UN. Donc ça veut dire que ces deux coordonnées ici ne sont pas nulles. Donc ça veut dire que le mouvement de P n'est pas un mouvement uniforme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à noter vos questions pour y répondre au prochain cours. À bientôt!